au Mondial des métiers, nous rencontrons Claude Michel, qui est le directeur du partenariat entre Solvay et un projet, quelque chose de tout à fait intéressant, qui s'appelle Solar Impulse. Alors, on va peut-être déjà parler de Solar Impulse. Après, vous nous raconterez quelle est votre entreprise, Solvay, une grande entreprise internationale de la chimie. Solar Impulse, c'est un avion extraordinaire. Alors, c'est un avion extraordinaire, un avion hors du commun. Et en fait, l'idée est née dans l'esprit de Bertrand Piccard, aérostier suisse, à l'issue de son premier tour du monde en ballon en 1999, pour lequel il avait quand même utilisé 4 tonnes de propane pour chauffer l'air de son ballon. Et à l'atterrissage, après avoir réalisé ce tour du monde, est venue l'idée de réaliser un tour du monde avec un engin volant, mais qui n'utiliserait absolument aucun gramme, aucune goutte d'énergie fossile. Alors, à l'époque, c'était une utopie. Alors, c'était une utopie, c'était avant tout un rêve, mais c'était aussi avant tout une farouche volonté de réaliser quelque chose qui pouvait paraître irréalisable. Et puis maintenant, c'est réalisé. Et maintenant, l'irréalisable s'est réalisé. Donc, alors, Piccard vous a rencontré Solvay. Alors, nous avons rencontré Bertrand Piccard dans le cadre Solvay, dans le cadre de nos journées innovation, donc, parce qu'un tel projet est indéniablement lié depuis son origine à l'innovation. Et très très vite, nous avons reconnu dans ce projet qu'il ne s'agissait pas de faire un avion, un nouvel avion ou un nouveau système, que c'était avant tout un projet avec un double objectif. Le premier étant le message. Est-ce qu'on est définitivement lié aux énergies fossiles ou est-ce qu'on ne peut pas ouvrir d'autres voies? Et 2, se doter d'un messager qui porte le message. Et ce messager, c'est véritablement l'avion solaire. Alors, où est-ce qu'on en est de cet avion? Ça y est, il a fait le tour du monde, Piccard? Alors, il n'a pas encore fait le tour du monde, mais par contre, le premier avion a été construit grâce, disons, aux contributions de partenaires tels que Solvay, contributions financières, mais également contributions technologiques et techniques absolument importantes et déterminantes. Et le premier avion qui a commencé à naître lors de la signature de notre partenariat en 2004, a fait son premier saut de puce en 2009. Et il est allé d'où à où alors? La puce sautait loin? Il n'est pas allé très loin. il a fait véritablement les quelques centaines de mètres sur l'aéroport de Dübendorf à côté de Zurich, reproduisant en quelque sorte le premier vol motorisé enregistré des frères Wright qui s'est passé, comme vous le savez, le 17 décembre 1903. Mais après ce premier vol où on a véritablement prouvé que cette machine volait, on a fait un vol extrêmement important qui a prouvé la preuve de concept que l'on recherchait, c'est-à-dire le vol perpétuel sans utiliser une seule goutte d'énergie fossile. Et ceci a été fait en juillet 2010, lorsque, aux commandes, André Borschberg a décollé le 7 juillet 2010 à 7 h du matin et s'est posé 26 heures après, le 8 juillet à 9 h du matin, avec plus d'énergie dans ses batteries qu'il n'en avait lorsqu'il a décollé. Donc, on a véritablement un système qui permet le vol perpétuel. Voilà, et on a une idée de la distance qui a été accomplie par Borschberg dans ce travail en juillet 2010. 10. Véritablement. Quelle distance il a volé donc un certain temps. Alors, il a volé. Quelle distance parcourue? 26 heures. La distance, j'avais pas compris votre question. Oui, est un peu plus de 1500 km. Ah, oui. Et en fait, il a fait des 8 et des ronds c'est ça, au-dessus de l'aéroport de Payerne, qui est situé en Suisse, donc sur le Vaudois suisse. Si vous voulez. D'accord, pour mieux contrôler les éventuels accidents. Voilà, donc c'était véritablement un vol test, et donc restait toujours à portée d'elle en planant de un la planeur piste peut toujours se d'atterrissage. poser à condition qu'il y ait une bonne condition Exactement. pour atterrir. Voilà. Mais bon, donc on sait que c'est possible. Alors, la chose qui est importante et qui a été la rencontre, comme vous nous le racontiez, entre les industries de la chimie et puis ces pionniers, ces aventuriers, ces rêveurs, c'est un certain nombre de questions techniques qu'il fallait résoudre. Et ces questions, eh bien, il y en a toute une liste. Et il y a des possibilités aujourd'hui avec des nouveaux matériaux
d'arriver à résoudre un petit peu ces questions. Alors on peut peut-être en faire la liste. Voilà, et je crois que c'est, je pourrais dire, l'alchimie qui s'est produite entre les fondateurs du projet et notre entreprise, la société Solvay. On a très vite compris que pour pouvoir résoudre tous les défis qui se posaient, parce que en 2004, la page était blanche, eh bien, cet avion allait nécessiter la mise en œuvre de solutions nouvelles et de produits nouveaux. Dans quel domaine? Eh bien, tout d'abord, la chaîne énergétique. On a dit avion propulsé exclusivement à l'énergie solaire, et ce qui peut paraître comme un paradoxe, à l'énergie solaire, le jour et la nuit. Oui. Ça nécessite deux choses: capter l'énergie solaire Et la garder. là, et la stocker, Conserver. la garder, la stocker pour pouvoir voler pendant la nuit. Voilà. Et là, ça se fait à travers des batteries. Donc, première contribution, c'est la mise en œuvre des cellules photovoltaïques sur l'avion, qui est une structure flexible, donc, et qui se déforme, qui subit des déformations. Et deuxièmement, le stockage dans des batteries dont la capacité énergétique, la densité énergétique, on dit, a été véritablement améliorée grâce, disons, à des composants des batteries qui ne sont autres que des produits chimiques. Vous savez, une batterie, c'est avant tout de l'électrochimie. Avec une question à tenir aussi bien, c'est le poids, j'imagine, hein, parce que les batteries, c'est lourd. Alors, performance, aussi bien en capture qu'en stockage de l'énergie, avec une contrainte supplémentaire par rapport à ce qu'on peut faire sur Terre dans une automobile, par exemple, c'est la contrainte de poids. Voilà. Parce que tous ces systèmes doivent être embarqués et ne pas pénaliser, je dirais, l'avion dans ses évolutions en vol. Puis il y a encore d'autres questions qui doivent être résolues, hein, parce qu'un avion, c'est quelque chose qui a aussi des caractéristiques de frottement, par exemple. Alors, dans d'autres domaines, je vous ai parlé de la chaîne énergétique, mais il y avait également la structure de l'avion. Oui. Donc une structure d'un avion, on a opté pour une structure relativement classique, avec longe-rondelle et nervure. Donc c'était une structure qui est principalement en fibre de carbone, mais tout ce qui est accessoires, composants, je dirais équipements, on a remplacé autant que faire se peut tout le métal par des pièces aussi performantes en matière plastique, mais 2 à 3 fois plus légères. Donc remplacement du métal, allègement a été véritablement un autre axe de développement. Et là, nos matériaux y répondent. Autre domaine, c'est le domaine de l'isolation thermique. Oui. Cet avion peut voler jusqu'à 9000 mètres d'altitude. À ces altitudes, il fait très froid. Il fait moins 50 degrés. Donc on doit protéger le pilote, mais non seulement le pilote, on doit protéger également les batteries du froid. Ben oui. C'est-à-dire que les batteries ne résistent pas au froid, ne fonctionnent pas bien. Donc on a dû les protéger avec des systèmes passifs, vu qu'on n'avait pas beaucoup d'énergie. Donc ce sont principalement des systèmes d'isolation thermique. Et là, ce sont principalement des mousses, si vous voulez, de polyuréthane moussé avec des agents moussants spéciaux qui leur confèrent une excellente stabilité mécanique, une excellente isolation thermique et un poids réduit. Et puis, il y a effectivement les hélices. Ce sont des pièces tournantes. Donc, il y a batterie, moteur, réducteur et hélice. Et là, il faut lubrifier dans des conditions de température qui peuvent varier de plus 60, plus 80 degrés quand on est sur un tarmac au soleil, jusqu'à moins 50, moins 60 quand on est en altitude. Alors depuis cet essai de 26 heures, il y a de nouvelles étapes, j'imagine, qui vont être franchies. Oui, alors après cette preuve de concept, si vous voulez, on a fait des vols de démonstration, car c'était toujours très important de ne pas oublier le message et le messager, de ne pas privilégier le messager par rapport au message. Et la façon de porter le message, c'est d'aller faire des vols de démonstration, que l'on a fait d'abord en Suisse, donc quitter le nid de Payerne pour aller bien dans les capitales suisses, que sont Genève et Zurich, en survolant Berne, la capitale fédérale. Puis après, en 2011, les premiers vols internationaux de Suisse, en passant par le Luxembourg, la Belgique. Donc là, Solar Impulse est venu rendre hommage à son premier partenaire principal, la Solvay, Belgique, voilà, Solvay, dont le siège est en Belgique. Bruxelles. Puis de Bruxelles, on a regagné le Bourget, où on a participé au salon du Bourget en 2011, pardon. Puis retour en Suisse. En 2012, premier vol
intercontinental entre l'Europe, la Suisse et l'Afrique du Nord, puisque le vol a été fait entre Payerne en Suisse, Madrid, Rabat et Ouarzazate dans le désert marocain et retour. Et cette année, en 2013, on a réalisé le vol à travers les États-Unis, d'ouest en est, de San Francisco à New York City, en étape. Alors, est-ce que c'est une belle réussite, le rêve de Picard de faire carrément tout le tour du monde? Il va être exaucé, ça va fonctionner? On aurait pu s'arrêter là, oui. Parce que techniquement, hormis, je dirais, la difficulté, la longueur des étapes, c'est surtout voilà. L'organisation logistique qu'il y aura en plus, c'est véritablement de privilégier le message et d'aller porter ce message sur les 5 continents. Donc c'est véritablement l'objectif de ce tour du monde. C'est d'abord faire ce que l'on avait dit, réaliser ce tour du monde avec une machine volante propulsée avec une énergie alternative exclusivement, à l'exception de tout autre, et puis d'aller visiter chaque continent pour faire des stops, organiser des événements, aller expliquer aux populations, aux politiques, mais surtout aux jeunes populations, aux étudiants, aux écoliers, que voilà, le rêve peut devenir une réalité. Alors toutes ces questions scientifiques qui ont été résolues avec Solar Impulse, on imagine très bien qu'elles puissent avoir des applications très variées dans le domaine de l'aéronautique et éventuellement aussi dans d'autres domaines. On peut penser simplement à la circulation automobile. Ces histoires de poids, les histoires de frottement, les histoires de maintien de l'énergie, de stockage, ça reste des choses qui sont absolument nécessaires pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut passer de l'expérience au développement un petit peu industriel de tout ça? Vous avez tout à fait raison. Pour un industriel comme nous, l'objectif est d'industrialiser, de commercialiser des produits et de développer des marchés. Clairement, Solar Impulse n'est pas un projet commercial. Par contre, il a été un tremplin de développement, si vous voulez, pour les marchés que vous venez de citer. Typiquement, le développement des batteries, les solutions qui ont été trouvées, les produits qui ont été développés sont d'ores et déjà utilisés dans des batteries que vous retrouvez dans vos PC, dans vos iPhones, dans vos iPads actuellement. Ce sont des batteries base lithium, si vous voulez. Donc, ces développements ont bénéficié aux batteries de Monsieur Tout-le-Monde dans sa vie de tous les jours. Problème de la légèreté, de l'allègement, c'est un problème qui s'adresse à tous les systèmes de mobilité. Et vous avez raison, que ce soit les voitures, les camions ou même les avions. Les bateaux. Alors, je n'ai pas d'exemple concret dans les bateaux, mais je sais que déjà ces produits sont déjà des solutions utilisées en automobile et en avionique, notamment pour l'équipement intérieur des avions. Très bien. Isolation thermique, eh bien, pas besoin de faire un dessin. Nos maisons, nos réfrigérateurs, partout où il faut se protéger ou promouvoir le froid ou le chaud, eh bien, on a besoin de parois isolantes. Lubrification, là encore, toutes les pièces tournantes, disons, par exemple, ce type de produit est utilisé dans les éoliennes. Aujourd'hui, vous savez, donc l'énergie alternative à base de vent fait appel à des éoliennes. Et il y a des grosses boîtes de vitesse, des grosses boîtes d'engrenage dans ces éoliennes qui doivent être lubrifiées. Et il faut espacer autant que possible la maintenance. Eh bien, nous apportons des solutions dans ces domaines également qui viennent de l'expérience acquise en Solar Impulse. Très bien. Alors, il y a des perspectives dans l'avionique particulières parce que quand on voit ce bel avion, les avions d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dedans. C'est lourd, c'est difficile. Est-ce qu'il y a des perspectives au moins de participation du solaire à la propulsion des avions collectifs? Ou est-ce que ça reste quand même ça encore une utopie? Alors pour l'instant, la participation de l'énergie solaire à la propulsion reste une utopie. Par contre, ce qui est une réalité, c'est toute la problématique d'allègement. Et alors, la problématique de l'énergie, mais pas de propulsion, mais l'énergie annexe pour les avions, notamment les circuits électriques internes pour l'éclairage, la sécurité, l'air conditionné, tout ce qui est les vidéos, donc les films,
Là, ça peut être produit par de l'électricité qui vient soit de batteries, alors pas forcément de solaire, mais des tests sont faits avec des batteries. Vous avez entendu les problèmes notamment rencontrés avec le 300, le Dreamliner, avec les fameuses batteries au lithium, et également avec des énergies qui viendraient de piles à combustible. Là, on est sur de l'hydrogène enfilé dans une pile à combustible combinée avec de l'oxygène et qui produit de l'électricité. Autre énergie secondaire dans les avions, c'est tout ce qui est le roulage, le taxiing. Une fois que l'avion est posé, à l'heure actuelle, il se propulse, il se déplace avec l'énergie des réacteurs, ce qui est un gouffre à kérosène. On peut très bien imaginer que dès que l'avion touche le sol, on coupe les réacteurs et il soit déplacé ou il se déplace en toute autonomie avec des petits moteurs électriques alimentés par des batteries ou des piles à combustible logées dans les roues. Donc voilà tout un tas de pistes, si vous voulez, de développement qui sont maintenant dans le domaine du concret. Quand vous présentez ce Solar Impulse ici au Mondial des métiers, quel est l'écho que les jeunes qui viennent vous voir trouvent dans ce que vous leur racontez, ce que vous leur montrez? C'est surtout un étonnement que des métiers comme nos métiers de la chimie peuvent trouver leur place dans des projets qui sont aussi, je dirais, improbables, aussi futuristes et aussi porteurs de rêves et d'optimisme pour le futur. Personne n'aurait imaginé qu'un métier de chimiste, peut-être parce qu'on a une mauvaise image ou parce qu'on ne connaît pas nos métiers de la chimie, difficile d'imaginer que pour faire un avion solaire, on a besoin de chimistes. Ça, c'est véritablement un facteur d'étonnement. Très bien, donc vous êtes content d'être venu et vous avez une belle rencontre avec ces jeunes. Absolument. Très bien. Merci, je suis content moi aussi d'avoir appris beaucoup de choses avec Merci à vous. votre interview. Merci.